Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime, émission préparée par Perrine Suquet et Charlotte Méritant. Marc Bisset est à la réalisation technique de cette émission consacrée à un véritable scandale d'État. On va longuement y revenir dans l'émission, la fameuse affaire des Irlandais de Vincennes. Un mot pour dire que vraisemblablement à cause de la période que nous vivons en ce moment, beaucoup d'auditeurs nous contactent sur rtl.fr et nous demandent de reparler des différentes vagues d'attentats qui ont eu lieu. La semaine dernière, on a évoqué le fameux été l'été meurtrier 1995. Et là, on va beaucoup parler aujourd'hui, à travers cette histoire des Irlandais de Vincennes, de l'été 1982. Or, il faut se souvenir que cet été avait été marqué par de très nombreuses actions terroristes. Le 21 juillet, une bombe devant un café de la place Saint-Michel, 15 blessés, un attentat qui va être revendiqué par un groupe d'Arméniens qui s'appelle de l'Azala, qui se baptise Orly, le groupe Orly. 23 juillet, c'est l'assassinat à Paris du directeur adjoint de l'OLP en France, tué dans une explosion de voitures piégées. 24 juillet 1982, c'est l'explosion au pub Saint-Germain. Et puis le 9 août, il y aura encore d'autres attentats qui vont émailler le mois d'août, mais surtout au début du mois d'août, le 9 août, fusillade rue des Rosiers et dans le restaurant Goldenberg, 6 morts, 22 blessés. Écoutez ce document RTL ce jour-là, quelques minutes après l'annonce de cet attentat. Pierre Julien de la rédaction d'RTL est sur place. Il était environ 1h20 à peu près lorsque plusieurs hommes ont poussé la porte du restaurant Goldenberg, le fameux restaurant caché rue des Rosiers. Ils ont aussitôt lancé une grenade qui a explosé près de la caisse, puis ils ont tiré à la mitraillette sur les personnes qui déjeunaient. 5 d'entre elles ont été tuées, semble-t-il, et une douzaine d'autres blessées. Les terroristes, qui étaient apparemment au nombre de 6 ou 7, ont alors pris la fuite, mais des policiers qui gardaient la synagogue qui est à proximité sont intervenus. Ils ont été eux aussi pris à partie et l'un des policiers a été blessé. Les tueurs ont disparu, mais le quartier est actuellement quadrillé et un immeuble est fouillé de fond en comble par les policiers et les inspecteurs. Les sapeurs-pompiers, bien sûr, sont sur place, les médecins aussi, ils donnent les premiers soins aux blessés. Cet attentat qui, je vous le rappelle, a fait, selon un premier bilan, 5 morts et 12 blessés. Et le bilan en définitive donc sera de 6 morts et de 22 blessés. Je voudrais tout de suite saluer l'arrivée des invités de l'ordre du crime dans ce studio. Jean Garrigue, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire de la Ve République, spécialiste en tout cas, président du comité d'histoire parlementaire, et vous avez publié aux éditions du Nouveau Monde dans la collection Poche les scandales de la République. Et là, on est vraiment dans un scandale de la République. Mais avant de parler de l'aspect scandaleux, il faut se souvenir aussi que après l'attentat donc de la rue des Rosiers, François Mitterrand annonce qu'il va confier la direction de l'enquête à la cellule antiterroriste de l'Élysée, une cellule qui est dirigée par le patron du GIGN, Christian Proutot, et par son adjoint, le capitaine Paul Baril. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce contexte, parce que c'est très important pour ce qui va suivre. Oui, il fallait une réaction très très rapide, en tout cas donner un signe à l'opinion. Alors François Mitterrand va créer sans doute, sous l'influence notamment de Charles Hernu, qui était très proche des gendarmes, de la gendarmerie, va prendre un super gendarme, le commandant Proutot, qui a fait ses preuves au sein du GIGN, qu'il a contribué à créer déjà en 1974. Oui. Ils ont fait des tas d'opérations couronnées de succès pendant de 74 jusqu'à 80. Et donc c'est Proutot est le commandant du GIGN, et il a demandé à Proutot de créer une cellule antiterroriste à l'Élysée. Alors il y a le groupement de protection de la présidence de qui avait déjà fait beaucoup parler, parce que traditionnellement c'était la police nationale qui s'occupait de la sécurité du président. Là, ce sont des gendarmes, et en plus on leur donne l'enquête sur l'attentat de la rue des et avec des pouvoirs dont on ne sait pas très bien où ils s'arrêtent, où ils commencent et où ils s'arrêtent, et ça a posé des problèmes. Voilà, mais c'est ce qui va expliquer, ce qui rend plus lisible ce qui va se passer à la fin du mois, qu'avec la fameuse histoire des Irlandais de Vincennes. Alain Hamon est également dans ce studio. Bonjour Alain Hamon. Bonjour.
directeur de l'agence de presse Credo, et en 1982, vous étiez journaliste, grand reporter à RTL. Vous suiviez évidemment toutes les affaires que j'ai évoquées. D'ailleurs, quelques semaines après la rue des Rosiers, il va y avoir l'ambassade d'Irak. Donc, et encore je crois un diplomate américain au cours du mois d'août qui va être assassiné. Vous êtes au cœur, vous, de l'affaire évidemment de la rue des Rosiers tout de suite. Ouais, on est arrivé assez rapidement. Jacques Labib aussi était sur. Vous savez, il y a beaucoup de reporters dans un cas comme ça, et on est arrivé très vite rue des Rosiers. Et je me souviens que on était un peu nous-mêmes sous le choc, même si c'est notre boulot. On était un petit peu sous le choc. Et c'est vrai aussi qu'il y a eu, vous l'avez rappelé en début d'émission, il y a eu une grande confusion à l'époque dans les possibilités lorsqu'on posait la question qui avait pu faire ça. Il y a eu une grande parce que droite, alors la piste d'extrême droite, puis alors en plus la piste d'extrême droite, ça a duré très longtemps. Il y a eu des enquêtes parallèles de faits, y compris par des syndicalistes policiers en Espagne. C'est eux qui ont découvert la fameuse FAN, groupuscule d'extrême droite européen, etc. Ce qui n'a rien donné à la fin du compte. Et puis après, la rue des Rosiers, on sait ce qu'il en est, puisque l'un des auteurs est toujours au Canada, identifié, et on attend vainement qu'il soit remis à la France. Oui. Alors, et puis, donc l'attentat n'est quand même pas revendiqué, même si la piste s'oriente vers les groupes palestiniens. Bon. Et puis, le 28 août, il va y avoir quand même un premier rebondissement de l'affaire. On va apprendre que 3 personnes viennent d'être arrêtées, 2 hommes, une femme. On ne sait pas tout de suite de qui il s'agit. On en parle dans un instant, après une première pause. L'heure du crime. Sur RTL. Scandale d'État à la une de l'heure du crime aujourd'hui, la fameuse affaire des Irlandais de Vincennes. On en parle avec mes invités, Jean Garrigue, professeur d'histoire, spécialiste de l'histoire de la Ve République et par la force des choses, des scandales qui vont avec. Et puis Alain Hamon, qui était à l'époque journaliste, grand reporter à RTL et qui a suivi cette affaire comme beaucoup d'autres évidemment à cette époque. Alors, on va voir maintenant comment éclate vraiment, j'allais dire officiellement, l'histoire des Irlandais de Vincennes. Le 28 août, donc on est à la fin du mois, il y a eu l'affaire de la rue des Rosiers au début du mois d'août, le 9. L'enquête n'a pas avancé et on apprend par un communiqué de l'Élysée que plusieurs membres du commando de la rue des Rosiers ont peut-être été interpellés. On va écouter d'abord les explications que donnait le lendemain, le 29 août, dans RTL Matin, Pierre Julien. C'est donc par un très bref communiqué que la présidence de la République a annoncé hier soir l'arrestation de 2 terroristes de grande envergure. On n'a aucune précision quant à leur identité, il faut dire que l'enquête se poursuit et que dans les heures qui suivent, on apprendra peut-être de nouvelles interpellations. Celles d'hier se sont passées à Vincennes, près de Paris, dans un immeuble de 5 étages, au 82 de la rue Diderot. Il était 18h30, comme les hommes du GIGN, le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, sont entrés en action, apparemment, selon certains témoins, commandés en personne par le commandant Proutot. Ils ont mis la main sur 2 personnes, un homme et une femme, semble-t-il, et au micro de Philippe Nécan, le témoignage d'un cafetier qui est en face du 82. On a vu des gendarmes arriver pistolet arme au poing, rentrer dans l'immeuble d'en face et nous demander de ne pas rester dehors. Ils étaient armés, très entraînés, ça s'est passé très vite. En fait, eux, reçus par la suite, ça a été la seconde phase. C'était les gens du GIGN en civil qui sont intervenus et les gendarmes en uniforme sont arrivés ensuite. Donc, quand ils sont rentrés dans l'immeuble, c'était l'arme au poing. Ensuite, ils ont sorti 2 personnes. On n'a pas eu le temps de voir les visages. Je sais qu'il y en a un qui était barbu, mais vraiment, ça s'est passé tellement vite. Des documents et des explosifs ont été saisis par ailleurs. Cette opération rentre dans le cadre de la politique de lutte contre le terrorisme annoncée le 17 août par François Mitterrand. Voilà, donc on a arrêté en fait non pas 2 mais 3 personnes, 2 hommes et une femme, comme le rappelait Brice Barillon à l'instant. Et puis 2 jours plus tard, on va annoncer que ce sont des Irlandais membres de l'armée de libération nationale irlandaise, et on écoute les explications données sur RTL dans RTL Matin.
Les 2 hommes et la jeune femme arrêtés samedi dernier à Vincennes par les gendarmes sont donc des Irlandais. Plus exactement des militants de l'armée de libération nationale irlandaise. On a découvert dans leur appartement de la rue Diderot 500 grammes de plastique et 3 pistolets. Cette affaire, annoncée au départ avec beaucoup de solennité par un communiqué de l'Élysée, semble maintenant de la vie générale beaucoup moins importante qu'elle ne le paraissait au début. Les 3 terroristes, en tout cas, ont été écroués dans des prisons différentes. L'avocat qui leur a été commis d'office a également déclaré au micro de Thierry Cazin que cette affaire n'avait pas l'envergure qu'on lui prêtait. J'ai l'impression que cette affaire sera moins importante que vous ne le croyez, mais ce n'est peut-être qu'un sentiment. Vous savez qu'ils sont poursuivis à la fois pour détention d'armes, pour détention d'explosifs, pour recel de faux documents administratifs et pour association de malfaiteurs. Alors la dernière inculpation, vous savez, elle peut contenir à peu près tout. Cela, seul l'avenir nous dira si telle est la réalité. Les seules choses dont on soit certain, c'est qu'effectivement, il y avait des armes, qu'effectivement, il y avait de faux papiers. Quant à savoir si c'était pour préparer un acte terroriste, ainsi qu'on l'a dit, rien a priori, aussi bien dans ce que j'ai pu entendre que ce que j'ai pu voir, ne me permet de le croire. J'ai eu en face de moi des gens qui étaient un peu conscients d'abord d'être devenus, à leur corps défendant, des stars du terrorisme. J'ai bien peur que ces stars soient des petites starlettes. Alors, très intéressant de réentendre ces documents, Alain Hamon. Là, à l'instant, c'était donc Brice Barillon qui donnait ses explications dans RTL Matin le 31 août. Vous, évidemment, vous allez, il y a plusieurs journalistes d'RTL qui suivent l'affaire. On a donc arrêté 3 personnes. On a annoncé à un renfort quand même de communiqué de l'Élysée que c'était 3 importants terroristes, peut-être liés à la rue des Rosiers. Et puis là, on apprend qu'on a saisi aussi des armes et de l'explosif. Donc, l'affaire semble pliée. Alors pour la rédaction de RTL, c'est même un peu plus pointu que ça. Je vais vous raconter parce que, en effet, vous avez raison, j'étais pas tout seul à couvrir cet événement. Mais en fait, on savait depuis avant la publication du communiqué, on savait qu'il s'était passé quelque chose de bizarre à Vincennes, qui mettait peut-être bien, en effet, le GIGN en action, etc., etc. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est plus un secret maintenant. Je l'ai déjà révélé plusieurs fois à votre micro, Jacques. Il y avait quelqu'un pour RTL qui était très souvent au bout des ondes de la police. Et quand le GIGN est descendu à Vincennes à cette adresse, il s'est passé... Les conversations de la police n'étaient pas cryptées à l'époque. Non, à l'époque. Et alors donc, il nous a téléphoné en disant, il s'est passé quelque chose à Vincennes, il se passe quelque chose à Vincennes. Oui. Alors le temps de recouper, etc., on n'a pas su tout de suite. Oui. Mais bon, on était sur le qui-vive. Et puis en effet, le communiqué est tombé. Et quand le communiqué tombe, on a eu des informations très rapidement. Je vous explique pourquoi. Deuxième anecdote, c'est parce que quand le GIGN est intervenu, il y a un car police secours ce jour-là qui est arrivé, alerté par les voisins, parce que les voisins se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ces types en civil, armés, machin, au secours. Bon, parce qu'à l'époque le GIGN, ceux qui étaient en cagoule et tout le truc et tout, le Pékin moyen n'avait pas forcément, comme aujourd'hui, l'habitude d'en voir. Bien sûr, bien sûr. Donc un petit peu surpris. Et donc les gens de police secours, les policiers de police secours du commissariat de Vincennes arrivent et ils se sont fait virer manu militari par les gendarmes. Alors quelque chose de bien. Ce qui fait que nous, à la publication du communiqué, quand on appelle, pendant que d'autres journalistes de RTL vont sur place et tout, quand on appelle le commissariat de Vincennes, je vous dis pas, on a eu tout ce qu'on pouvait avoir et tout ce que les policiers pouvaient nous dire, parce que naturellement, ils étaient bien contents de tailler des croupières aux gendarmes. Mais on vous confirme donc qu'on a trouvé de l'explosif et des armes, et donc ça renforce cette idée qui n'est pas, enfin, on a entendu l'avocat s'exprimer en disant calmez-vous, c'est peut-être pas aussi important. Oui, très rapidement. En 3 jours, si je peux m'exprimer ainsi, on a senti que cette affaire sentait un peu le gaz. Si je peux. Vous vouliez dire quelque chose très rapidement, Jean Garrigue? Simplement que à ce moment-là, oui, on croit qu'on a découvert une bande de dangereux terroristes, alors que bon, on sait très bien que cette armée, c'était des groupuscules, cette armée, c'était des dissidents de l'Iran. Enfin, bref, c'était 3 personnes membres de l'Iran qui avaient confié des armes et de l'explosif à un autre personnage dont Alain Hamon va nous parler largement, qui s'appelle Bernard Jéguin, qui va se retrouver aussi plus tard dans le box des accusés. Et cet homme-là a averti, lui, parce que quand on lui confie des armes et de l'explosif, il se dit je veux pas être complice peut-être d'un assassinat. C'est-à-dire qu'il a cru reconnaître dans les portraits robots
Oui, après la rue des Rosiers. Voilà, de la rue des Rosiers, il a cru reconnaître l'un de la bande. Donc là, il se dit, là, je joue plus. Voilà. Et il remet, dira-t-il en tout cas, parce que après ça se complique, on est dans le flou. Il remet ses armes et ses explosifs qu'on retrouve miraculeusement le jour de la perquisition. On va affiner tout ça ensemble dans un petit instant parce que je vois le regard d'Alain Hamon et je pense qu'il a des précisions très intéressantes à nous donner. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Nous revenons donc à notre affaire des Irlandais de Vincennes avec Jean Garrigue et Alain Hamon. Alors Jean Garrigue, il faut dire pour l'instant, on n'est pas dans le scandale. Il y a eu ces arrestations. Tout le monde pense que, au contraire, peut-être le GIGN a fait vraiment du bon boulot. Le 20 mai 1983, après 9 mois de détention, les fameux Irlandais, les fameux terroristes sont libérés. Et quand les journalistes veulent connaître la raison, on leur laisse entendre que peut-être que leur arrestation aurait été abusive. Enfin, il y aurait eu des fautes commises par le GIGN. Mais on en est là à ce moment-là. Bah oui, c'est même plus que ça. C'est un article d'Edoui de Plenel dans Le Monde qui fait un peu exploser l'affaire parce que lui, se fondant, semble-t-il, sur un témoignage d'un gendarme qui aurait participé à l'opération, dit que on a carrément installé des preuves, que les pistolets, le pain de plastique, on les a installés. Il dit ça avant la libération. C'est juste après la libération des juste Irlandais. Après la libération des Irlandais. Et là vraiment commence le scandale en fait. Ouais. Ouais. D'accord. Alors il y aura le Canard enchaîné aussi. Enfin, ça va monter en puissance. Oui, alors d'autant que le Canard publie une affaire qui vient se télescoper à propos du capitaine Baril. Le Canard publie en octobre 1983 une lettre que renvoyait Baril au leader d'Action Directe, Jean-Marc Rouillant, en lui disant moi je suis un peu l'intermédiaire de l'Élysée pour opérer une sorte de régularisation. On peut essayer de vous trouver une solution, quoi, en quelque sorte. Donc ça éclaire d'un jour quand même un peu nouveau celui qui est censé avoir mené l'opération des Irlandais de Vincennes, à savoir Baril, qui assurait la transition du GIGN à la place de Proto. Oui. Donc là, ça commence aussi à grossir. On commence à avoir des doutes sur cette personnalité qu'est le capitaine Baril. Alors vous, évidemment, là, de votre côté, vous enquêtez aussi. Là, on est bien avant le procès, mais ça commence à devenir une affaire d'État quand même. Qu'est-ce que vous savez je vais vous dire, sur le scénario. On commence même à se douter. Je le disais tout à l'heure, que cette histoire sent mauvais et qu'elle n'est certainement pas aussi importante que ce que l'on a bien voulu nous vendre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que très rapidement, pendant la garde à vue des Irlandais. Pendant la garde à vue, les gendarmes, notamment le commandant Beau, qui est le chef du groupement de gendarmerie du Val-de-Marne, qui est l'officier de police judiciaire responsable de tout ce dispositif judiciaire pour encadrer le travail du GIGN, parce que fallait bien des officiers de police judiciaire quand même. C'est lui qui a fait la perquisition parce que le GIGN ne pouvait pas le faire. Non, parce qu'il n'y avait pas d'officier. C'est l'action et après il y a une procédure et il faut On entendra d'ailleurs monsieur Beau qui s'est exprimé là-dessus. Et à un moment donné, tout ce beau monde se retrouve au parquet, chez le procureur de la République. Et ça sent tellement mauvais, même pour le procureur de la République, que la gendarmerie est dessaisie. Très rapidement. C'est la brigade criminelle du Quai des Orfèvres. Alors, vous imaginez comment les policiers se frottent les mains. Ils sont déjà pas contents que les gendarmes soient à l'Élysée. Comment ça s'appelle? Guerre des polices? Oui, ça, on était en plein dedans. Alors, scandale d'État, c'est le titre de votre émission, et guerre des polices. Donc, pour répondre à votre question, je pense qu'on n'a jamais eu autant, en tout cas peut-être pas eu autant de facilité pour avoir des informations au Quai des Orfèvres qu'à cette époque-là. Alors, est-ce que vous pouvez me parler maintenant quand même d'un personnage qui est central là-dedans, dont on a cité le nom tout à l'heure, Bernard Gégat. Est-ce que ça va nous permettre de revenir sur sur toute l'histoire de comment s'est développée cette affaire? Bernard Gégat, il va arriver quelque temps plus tard, tout de même. Oui, mais on va apprendre qu'il est intervenu quelque temps plus tôt quand même, non? Tout à fait. Voilà, c'est pour ça que pour nous, journalistes, il va intervenir dans l'histoire quelque temps plus tard. On va apprendre en effet l'existence de ce bonhomme qui, pour résumer, pour faire très rapide, ne ressemble pas à grand chose. Voilà. En tout cas, physiquement, il est proche de ceux qu'on appelle les Irlandais de Vincennes. Ouais, il est proche de beaucoup de mouvances d'extrême gauche. Enfin, il est proche de beaucoup de gens. Et donc, il va raconter à un moment donné que
les Irlandais lui ont remis un jour des armes et des explosifs. Oui. Et comme le disait Monsieur Garrigue tout à l'heure, le problème c'est que il va aussi croire reconnaître dans les portraits robots des assassins de la rue des Rosiers, Plainquette, il va croire reconnaître Plainquette. Plainquette, ouais. Ce qu'il a alors avec L'un une folie des totale. terroristes, Alors c'est ouais. une folie totale. Ouais. Et alors donc il dit, et donc je du prends coup il peur dit et- oh là là là, il dit Ouais. moi je prends peur. Oui. Si ces gars-là ont fait la rue des Rosiers, je vois, et je cherche à me débarrasser de ces explosifs et de ces armes. Et à qui il va les donner? À Paul Baril, qui va Alors, en faire bon usage puisqu'on va les retrouver dans l'appartement de Vincennes. Paul Baril a toujours démenti évidemment ce passage. On est bien d'accord parce que là, c'est la parole des uns contre la parole des autres. C'est la parole des uns autres, contre hein, la on est parole bien des d'accord. autres. Mais enfin, très franchement, si c'est pas Paul Baril, si c'est pas Oui. le commandant Beau, etc., il y a une chose qui est certaine, c'est que ces armes n'appartenaient pas aux Irlandais, l'explosif non plus. Elles sont passées entre les mains de Bernard Gégat, donc elles n'étaient pas à Vincennes, et on les a retrouvées pendant la perquisition. C'est très clair. Très très clair. Alors, une pause, et ensuite on va entendre alors la version développée dans les médias 3 mois avant l'ouverture du procès. Là, on est en 1991. 3 mois avant, on va entendre dans un instant le commandant Jean-Michel Beau qui avait dirigé cette fameuse perquisition. L'heure du crime. Sur RTL. On vous parle de l'affaire des Irlandais de Vincennes à la demande de beaucoup d'éditeurs d'ailleurs qui nous avaient contactés sur rtl.fr pour nous demander de programmer une émission sur cette affaire qui est un vrai grand scandale d'État. Et tout à l'heure on demandera à Jean Garrigue de souligner un petit peu cet aspect-là des choses, parce que c'est pas une clause de style, c'est un vrai, c'est un vrai scandale quand même. Alors, on a entendu donc le scénario qui se profile, quelqu'un qui détient des explosifs, des armes pour des gens qui sont pas là mais qui font partie de l'IRA, et puis il y a l'attentat de la rue des Rosiers, et puis on publie des portraits robots dans la presse, il croit reconnaître l'un de ceux qui l'ont confié, et là il dit à ce moment-là oh là, je veux plus, moi j'ai rien à faire dans cette histoire-là, et il va contacter, on reviendra tout à l'heure sur ses démarches, enfin finalement il contacte, dira-t-il, Paul Baril, à qui il confie ses explosifs et ses armes, qui, comme l'avait expliqué il y a un petit instant Alain Hamon, vont se retrouver miraculeusement pendant la fameuse perquisition. 21 mars 1991. Alors là, on est à 3 mois de l'ouverture du procès, et le commandant Jean-Michel Beau, qui a dirigé cette perquisition, donc qui est officier de police judiciaire, il fallait qu'il s'occupe de la procédure. Eh bien, cet homme s'exprime sur RTL au micro de Jacques Chaput dans RTL Soir. L'opération du 28 août 82 était une opération, pour ce qui me concerne, en qualité d'officier de police judiciaire, sur laquelle je ne suis arrivé qu'après l'intrusion du GIGN dans le domicile des Irlandais. Et le temps mort qu'il y a eu entre l'arrivée du GIGN, qui agissait sur le mode commando pour arrêter de très dangereux terroristes, et notre arrivée, a permis, l'histoire l'a malheureusement prouvé, au capitaine Baril de mettre en place chez les Irlandais des armes, des explosifs et des documents. Évidemment, nous sommes dans la caricature, puisque les armes, les explosifs et les documents appartiennent vraiment aux Irlandais, ce qui veut dire que, en clair, une personne qui a donné les Irlandais, pour utiliser le vocabulaire de police, avait remis spontanément et volontairement tout ce matériel dont il avait la garde, et plutôt que de faire une affaire de police judiciaire de type traditionnel, on a fait une véritable provocation, et en me faisant arriver en retard, on m'a fait avaliser un véritable montage. Et dans quelques instants, on entendra la version, le scénario de Paul Baril, puisque le procès va arriver 3 mois après. Alors, sans Baril, puisque sans il n'est que Baril, témoin absolument. dans l'affaire. Il n'est pas inculpé. Il est témoin, mais surtout il est pas là. Il est pas en France. On va en parler. Il est au Qatar. Bon, mais il va finir par venir quand même, un petit peu contraint et forcé. Et puis il va s'exprimer sur RTL évidemment. Mais on n'en est pas encore là. Là, on est le 24 juin. 1991, c'est l'ouverture du procès devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. 3 accusés principaux, Christian Proutot, Jean-Michel Beau, qu'on vient d'entendre, et José Vindel. Les 3 hommes sont inculpés de subornation de témoins ou de complicité. Le capitaine Paul Baril, comme vous l'avez dit, lui, bien que tout le monde dise qu'il est au centre de la machination, il est convoqué comme simple témoin. Et voilà. Alors c'est Alain Hamon qui va nous en dire plus, parce que c'est lui qui suit les débats pour RTL. Le président Lacabavate, même
pas qu'on se moque ni de lui ni de la justice. Et comme il a l'impression que c'est ce que Paul Baril, l'ex-chef du GIGN, est en train de faire avec la 17e chambre correctionnelle qu'il préside aujourd'hui, eh bien le magistrat s'est fâché. Paul Baril lui a écrit pour lui dire qu'il était au Qatar. L'article 439 du Code de procédure pénale le permettant au magistrat, celui-ci a ordonné que le gendarme devenu chef d'une entreprise de sécurité privée soit amené devant lui demain par la force publique. Il est vrai que Paul Baril aurait sans doute beaucoup à apporter au tribunal, mais aussi beaucoup à perdre dans cette affaire. Le défenseur de l'un des inculpés, l'ancien commandant Beau, dont le mea culpa mit à jour les manipulations du dossier par les gendarmes, Maître Dupeux avait insisté sur cette comparution en déclarant qu'il était anormal de voir une catégorie de citoyens échapper à toute poursuite judiciaire ou à toute convocation de justice. L'audience a tout de même débuté avec les inculpés et une grande partie des témoins, Jean-Michel Beau plaidant coupable en accusant Baril et Proutot d'avoir organisé l'affaire de Vincennes d'un bout à l'autre et dégageant le malheureux major José Vindels qui semble bien perdu au milieu de toute cette affaire. Pour l'instant, le quatrième prévenu est resté muet. Bernard Géga avait révélé que les Irlandais lui avaient confié les armes et les explosifs retrouvés chez eux, ce qui permettra peut-être de savoir tout de même ce que ces braves gens voulaient en faire. Alors, on en est là. Le lendemain, Paul Baril va finir par venir, parce que le président, comme vous le disiez, Alain Hamon, s'est fâché tout rouge et il a demandé à la force publique, enfin, il a menacé de le faire amener par la force publique. Le président de la Camarade, il s'est fâché souvent parce que il en a eu tellement marre un jour de Jean-Michel Beau pendant cette audience du commandant Jean-Michel Beau. Mais pourquoi? Qui est gendarme quand même. Ah bah parce que on l'arrêtait plus. On l'arrêtait plus. Jean-Michel Beau, à cette audience, vous mettiez 1 franc dans le jukebox et vous aviez le dossier. Vous aviez le dossier. Oui, mais au bout, il y avait une condamnation. Oui, non, mais d'accord. Il y a quand même un minimum de forme dans une audience, quand même un minimum de forme. Et il a dépassé visiblement les bornes. En tout cas, celle du président. Et on a quand même aussi assisté à l'évacuation manu militari d'un commandant de gendarmerie par les gendarmes du palais de justice. Bon, ça avait été quelque chose. Et donc, Baril arrive. Et alors, qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi sa version à lui? Ah ben sa version à lui, c'est que lui, il a eu une information comme quoi il y avait des dangereux terroristes qui étaient dans un appartement à Vincennes. Il a mis un dispositif en place. C'est pour ça d'ailleurs, car au tout début de l'émission, on disait, et c'est vrai que les gens du GIGN étaient en civil pour cette opération-là. Ils étaient en civil tout simplement parce que ils avaient aussi des filatures. Il y avait une filature d'un des Irlandais dans le métro, puis la filature avait été perdue. En tout cas, elle était soi-disant perdue. Bon. Et puis il y avait la femme de l'un d'entre eux, Marie Reed, avec son petit enfant en plus. Bon, drôle de terroriste. Alors lui dit, l'enfant et l'orgosme. Enfin bon, bref. On s'occupe de l'affaire, etc. Et bien sûr. Et lui, il dit, mais pas du tout. Enfin, il tombe des nues. Et Baril à cette époque-là, c'était quelqu'un qui pouvait tout à fait, même s'il avait été amené à l'audience manu militari ou presque, c'est quelqu'un qui pouvait tout à fait tenir son rang, rester droit dans ses bottes et dire au président, non mais je vais vous expliquer. Et il a déroulé son histoire qui n'était pas forcément celle des autres. Et rappelons qu'il n'était pas impliqué puisqu'il est intervenu comme témoin. Tout à fait, absolument. Jean Garrigue, d'un mot maintenant, quand on disait c'est pas un scandale pour de rire, c'est un vrai scandale. Qu'est-ce qui est particulièrement qui peut toucher ou qui a touché beaucoup le pouvoir à l'époque? Ce qui touche le pouvoir, c'est quand même que ce service créé par l'Élysée, qui est très lié à la personnalité de François Mitterrand même, et même si Mitterrand a sans doute été au courant mais n'a pas couvert, très lié aussi à Charles Hernu, le ministre de la Défense, s'est livré à quelque chose que le procès reconnaît comme une illégalité, en tout cas, puisque que ça soit Beau et Proutot, dont on n'est pas sûr d'ailleurs que lui-même, mais enfin, il semblerait qu'il était au courant de l'opération, mais elle a été menée par Baril. En tout cas, ils sont condamnés tous les deux. Alors ça, on va en parler dans un petit instant. On va faire une pause, la dernière pause dans l'émission, puis on se retrouve tout de suite après. On va parler des réquisitions. Tout le monde attendait évidemment la réquisition. On va entendre ce qu'on disait à Alain Hamon qui suivait l'affaire pour RTL à l'époque. Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Alors on parlait il y a un instant du procès qui s'est ouvert fin juin 91. Jean-Michel Beau et Christian Proutot seront condamnés à 15 mois de prison avec sursis. Le premier pour subordination de témoin, le second pour complicité. Bernard Géga est condamné lui à 15 mois de prison avec sursis pour détention d'armes, de munitions et d'armes explosives. Mais le 15 janvier 92, Proutot sera finalement relaxé en appel. Jean-Michel Beau, lui,
qui avait dénoncé la manipulation. Mais il est condamné à 1 an de prison avec sursis et 6 000 euros d'amende. Et la Cour d'appel de Paris, en février 92, va dispenser de peine Bernard Géga. Ça, c'est donc le point sur l'affaire. Et puis, il faut ajouter qu'en 2002, le 23 janvier, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Versailles va annuler l'ensemble de la procédure et Paul Baril donc échappera ainsi à toute poursuite. Alors on parlait de lui tout à l'heure, on a entendu la version de Jean-Michel Beau, on va écouter celle du capitaine Baril, invité de Philippe Caloni en plein procès, puisque donc il a la veille il a été entendu Baril au cours du procès, et le lendemain matin dans RTL Matin, il est l'invité de Philippe Caloni et il donne sa version des faits. L'affaire des Irlandais est très simple. D'abord, ce sont des vrais terroristes qui s'apprêtent à commettre un attentat. On est en quelle année ? On est en 82. On est juste après l'attentat de la rue des Rosiers et les renseignements sont confirmés de plusieurs sources. Sources françaises, sources irlandaises et sources de la spéciale branche. Plus un informateur. On sait qu'il y a un attentat qui va se faire dans le week-end. Je décide d'interpeller ces gens-là. J'interpelle ces gens. Personnellement, on les arrête dans les meilleures conditions possibles. Il n'y a pas de bavure, il n'y a pas de coup de feu. L'opération est une réussite totale. Première phase. Deuxième phase, qui est la phase de police judiciaire, qui n'appartient pas au travail du GIGN. Ce sont les gendarmes locaux, compétents territorialement, et le commandant Beau qui était responsable. Cette phase est un échec, il y a des erreurs dans les procédures, et en gros, le responsable donc de la police judiciaire du moment s'est pris les pieds dans le tapis de la procédure. Le GIGN n'a rien à voir, il a fini son travail. Et l'affaire des Irlandais, c'est un problème de procédure. C'est tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on jugeait ? Le commandant Beau, le colonel Proutot, le major Wendel, pour subornation de témoins dans la procédure. Et jamais les Irlandais, Plunkett, vous seriez incapable de dire les Irlandais ont dit ceci ou cela du capitaine Baril. Vous trouverez rien. Il faut dire aussi, Jean Garrigue, on parlait tout à l'heure de problèmes dans la procédure, c'est que la perquisition avait été faite sans la présence des témoins, des personnes interpellées, alors que d'habitude, ça se fait en la présence des personnes qui sont inculpées à l'époque, on disait. On peut rappeler aussi que en septembre 92, Baril a perdu le procès en diffamation qu'il avait intenté à Plenel, et donc le verdict reconnaissait qu'il y avait bien eu un montage dans cette opération. Okay. Donc je pense qu'il a eu beaucoup de chance. C'est un maître en communication, mais il a quand même beaucoup de chance. Ça pose le problème aussi des protections qu'il a pu avoir. Qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence de tout ça au niveau de l'État, c'est quand même des conséquences très négatives sur l'idée qu'on se fait justement du secret d'État, de l'opacité du fonctionnement du pouvoir politique et de la justice aussi, parce que ces affaires ont traîné, ces services parallèles dont plus tard on découvrira qu'ils sont livrés aux écoutes, les fameuses écoutes. Le commandant Beau en a été la victime. Et puis c'est le début aussi d'une vague, parce que ensuite il va y avoir en 85 le Rainbow Warrior. Oui. Donc on est là dans ce système, système Mitterrand-RNU, où il y a quand même beaucoup de zones d'ombre, et ça a quand même beaucoup terni l'image de l'État à cette époque. Là, un mot. Écoutez, la véritable question, il y en a pas 36. La véritable question, c'est François Mitterrand, le président de la République, ou quelqu'un très très proche de lui l'ayant tenu au courant en permanence de cette affaire. François Mitterrand était-il au courant? Alors, quand on sait que jamais pendant toutes les enquêtes, les procédures, etc., quelles que soient les choses qu'ils aient dit, à part tout ça, jamais ni Baril ni le fameux commandant Beau n'ont dit que cette histoire avait été supervisée par un politique, quel que le soit. Ils n'ont jamais introduit la phase politique dans cette histoire, jamais. Même si ça avait été le cas, Baril aurait démenti mordicus, parce qu'il était comme ça, à l'époque il était comme ça. En revanche, le commandant Beau, qui à un moment donné, pour se dégager lui, a voulu tout dire, je pense que s'il y avait eu quelque chose d'aussi grave que ça au niveau de l'État, je pense que le commandant Beau, lui, s'en serait peut-être ouvert. Ben enfin, il n'en reste pas moins que on veut calmer l'opinion qui est évidemment la France est abasourdie par l'histoire de la rue des Rosiers. On veut donner l'impression que la police travaille et on trouve très vite. Voilà, c'est un peu ce qui s'était passé pour l'affaire de Broglie au temps de Giscard. C'est à force de vouloir donner tout de suite des solutions immédiates, on en arrive quand même à des dénis de justice, parce que quelque part on sait très bien que ces 3 Irlandais n'étaient pas véritablement dangereux, c'était pas des vrais terroristes. Au passage, la Mary Read est morte en 2003 dans des conditions assez
assez étrange, enfin noyé. Et puis évidemment, l'impact a été très négatif. Une dernière chose qui sans doute donnait des indications à Edoui Plenel, on pense que c'était le directeur de cabinet de celui qui était porte-parole du gouvernement à l'époque, et ce directeur de cabinet s'appelait François Hollande. Alors, écoutez, j'enregistre l'information que vous nous donnez. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alain Hamon. Merci infiniment. Et je rappelle donc les livres auxquels vous pouvez vous référer, mais on les a mis sur rtl.fr. Les scandales de la République, signé Jean Garrigue aux éditions du Nouveau Monde Poche. Et Alain Hamon, son dernier livre qui n'a pas de rapport avec l'affaire dont on vient de parler, Le jour où j'ai mangé mon flingue, édition Hugo et compagnie. Merci infiniment. L'émission est terminée. RTL.